Bonjour à tous, c'est l'heure de Parlement Hebdo. On va refaire l'actualité politique et parlementaire de la semaine en 45 minutes avec Katia Guilder à mes côtés. Bonjour Katia. Bonjour Mickaël. Et dans l'actu, cette semaine, le positionnement de l'UMP face au Front National qui suscite remous et fractures après la législative partielle dans le Doubs. De longs débats, la droite appelle soit à s'abstenir, soit à voter blanc. Alain Juppé et Nicolas Sarkozy ne sont pas sur la même longueur d'onde. Les primaires de 2016 seraient déjà dans toutes les têtes. Et on parlera de la loi Macron. L'examen se poursuit à l'Assemblée nationale sur fond de polémique. Cette semaine, le ministre de l'économie a révélé qu'il avait reçu des menaces de mort de la part d'officiers des professions réglementées. Il a aussi reconnu dans le même temps s'être trompé sur certains aspects de son projet. Et le plus de l'hebdo, entre soupçons et révélations plongées au cœur de la machination politico-financière Clearstream, vous vous en rappelez certainement, révélée par le journaliste Denis Robert en 2001, l'affaire des affaires, comme on l'a appelé, fait l'objet d'un film. Ça sort dans quelques jours sur vos écrans. Et pour commenter cette semaine chargée, notre invité Rachida Dati, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes députée européenne, maire du 7e arrondissement de Paris, vous avez été garde des Sceaux. Avant de réagir à l'actualité, c'est la tradition dans cette émission, je vous propose d'écouter ce que pensent de vous certains députés de droite comme de gauche d'ailleurs. Écoutez. Elle est plus conséquente et plus républicaine qu'un certain nombre de responsables de sa propre famille politique. Et donc de ce point de vue-là, je lui rends grâce de contribuer à donner un peu d'oxygène et un peu de caractère un peu salubre au débat qui a tendance à déraper de temps en temps. Une femme dynamique, qui passe sa langue dans la poche et qui dit les choses comme elle a envie de les dire. Elle a aidé Nicolas Sarkozy d'une manière considérable, tout à fait en 2007. Au début de son premier mandat, et elle a fait un travail qui est assez remarquable au niveau de la justice. Elle a refait la carte judiciaire, elle a eu beaucoup de courage à l'époque. Je trouve qu'elle a une qualité considérable, qui est la combativité, la pugnacité, ce qui est toujours tout à fait important en politique. Il est un peu dommage qu'au fond, elle soit laissée à l'écart actuellement par sa propre famille politique au bénéfice d'autres personnes qui n'ont pas nécessairement le même talent. Moi, ce que je crois, c'est que c'était un garde des Sceaux courageux, qui a entrepris une courageuse réforme de la carte judiciaire, ce qui n'était pas facile. Et c'est une femme de conviction, fidèle en amitié et fidèle dans ses idées. Elle est un exemple de ce qu'est le travail fait par l'école de la République, et il y en a plein d'autres à ce niveau-là. Des gens partis vraiment du bas de l'échelle sociale pour arriver par leur travail tout en haut. C'est une étoile filante qui s'est un peu ternie, mais elle aime bien être présente dans le débat politique, puisque elle est toujours sur des angulations et j'ai vu d'ailleurs qu'elle reprenait encore un peu de service. Serait déçue certainement d'ailleurs de ne pas avoir été retenue par Nicolas Sarkozy dans son équipe rapprochée. Alors justement, Rachida Dati, vous qui avez été au cœur du réacteur de toutes les campagnes, est-ce que vous n'avez pas quelques regrets finalement d'être laissé en dehors de la reconstruction, non, si on peut dire, de l'UMP? C'est ce que d'abord, ce que je trouve, c'est droite et gauche, les personnalités que vous avez interrogées. Moi, c'est ce que j'ai aimé, ce que j'aime dans la politique, c'est effectivement de pouvoir débattre sans être dans des affrontements stériles ou même d'une violence inouïe. Là, c'est ce que j'ai pu connaître. Oui, mais j'ai travaillé avec l'ensemble de ces parlementaires, et c'est vrai qu'on a des points communs, c'est qu'on est extrêmement républicains, et puis qu'on défend, parce que ce soit Pascal Cherki ou même Monsieur Schwarzenberg, c'est vrai que ce sont des personnalités qui ont des vraies convictions et qui sont des vrais républicain. Moi, je sais qu'on a eu des débats vraiment extrêmement positifs et qui m'encouragent, en tous les cas, dans mon combat politique. Ensuite, de Vous dire... laissez un petit peu à l'écart, on l'a entendu dans le, oui, dans le reportage. Alors, pas du tout, parce que je l'ai dit d'ailleurs dans une interview. Évidemment, je vois Nicolas Sarkozy très régulièrement. Il m'a proposé d'intégrer l'organigramme. D'ailleurs, il m'avait proposé d'être délégué général aux questions de sécurité, il m'a demandé même ce que je souhaitais et même à quel niveau je souhaitais être dans l'organigramme. J'ai refusé. Voilà, donc je l'ai dit, j'ai pas d'amertume ni d'aigreur. Je trouve simplement que d'être dans l'organigramme, à mon sens, je trouvais que ça, uniquement sur des questions de sécurité, ça m'enfermait ou ça restreignait le débat. Et moi, Vous auriez peut-être aimé quelque chose d'un petit peu plus large.
Non, non, pas du tout, ça n'a rien à voir. Non, mais c'est marrant, c'est vous qui fermez les choses. Non, j'ai dit à Nicolas Sarkozy que je le soutenais, que j'étais effectivement, je défendais effectivement ses combats, et je le soutiens dans son travail pas facile de président de l'UMP. Pour autant, je ne souhaitais pas m'enfermer dans une machine ou un organigramme, parce que je trouve qu'aujourd'hui, le débat que nous avons en France et l'état de la France exige que nous soyons effectivement, moi je considère, un peu sur tous les fronts, un peu sur tous les sujets, et d'être au premier rang de tous les combats. Vous voulez être libre, en fait. Si on comprend bien, c'est ça. Non, c'est pas d'être libre. C'est pas une question de liberté. Non, c'est pas une histoire de liberté du tout, parce que si c'était le cas, je le dirais. Ça n'est pas ça. C'est de pouvoir aborder tous les sujets, d'être de tous les combats et de tous les débats sur toutes les questions. C'est vrai que si vous êtes sur les questions de sécurité, c'est plus compliqué d'aborder les questions d'éducation, les questions de laïcité, ou les questions de sécurité et de justice. Donc voilà. Mais ça a été d'ailleurs, j'ai revu encore la semaine dernière Nicolas Sarkozy qui m'a redemandé. C'est toujours non, c'est que je considère, je suis à ma place à droite, je suis à ma place à l'UMP. Moi, je suis de tous les combats, et d'ailleurs, je vais en France soutenir d'ailleurs nos candidats aux élections départementales. Donc, je fais pleinement partie de cette famille politique, et contrairement au dernier intervenant, je ne suis pas du tout que envileuse et vous assumez ça dans le 7. Non, mais je trouve d'ailleurs, regardez, l'actualité est riche, et les sujets fondamentaux sont très riches. Allez, et notre famille politique doit se positionner sur tous ces sujets. Justement, je vous propose de parler de la loi Macron et de tout le pataquès, le tumulte qu'il y a eu dans l'hémicycle. Le ministre, lui, joue la transparence. Le cœur du texte, c'est la réforme des professions réglementées. Le ministre de l'économie a fait son mea culpa. Il a reconnu s'être trompé sur la question de la baisse des tarifs des notaires, et au même moment, il révélait aussi l'existence de menaces de mort. Je vous propose d'y voir plus clair avec Elsa Mondingava et Maxence Cani. C'est l'un des volets les plus explosifs de la loi Macron, la réforme des professions réglementées. Une mesure attaquée de toutes parts, et surtout par les notaires eux-mêmes, qui n'ont pas hésité à mener une campagne de lobbying et à annoncer 15 000 destructions d'emplois. Ils ont provoqué la colère d'Emmanuel Macron. Je n'accepte pas comme argument des chiffres qui, de manière scandaleuse, ont été mis en avant par certains professionnels, sans aucun fondement, sans aucune preuve et sans aucun sérieux. Je ne fais honnêtement même pas référence aux menaces de mort. J'ai porté plainte que j'ai reçues de certains officiers publics ministériels, parce que vous m'accorderez sur le fait que c'est particulièrement étonnant. Le gouvernement revient toutefois sur l'une des mesures critiquées, le corridor tarifaire. À la place, il instaure un système de remise sur les tarifs. Et Emmanuel Macron va même jusqu'à faire son mea culpa. Alors, j'en finirai par le corridor tarifaire. Et là, en plaidant coupable en quelque sorte, puisque c'est moi-même qui ai introduit cette subtilité. Pourquoi? Je vais être là très transparent, parce que, avec la même conviction que j'ai pour défendre ce en quoi je crois, j'ai la même lucidité quand je me suis trompé. Insuffisant pour l'opposition, qui ne croit pas aux effets de ces annonces. Jusqu'ici, on nous parlait de croissance et d'activité. Le maître mot aujourd'hui, c'est transparence. Alors, cette transparence, vous l'avez faite finalement avec une certaine sincérité, puisque vous avez reconnu votre erreur, faute avouée à moitié pardonnée. Il ne vous reste plus qu'à balayer ce qui reste de scories dans les professions réglementées, et nous serons d'accord, et peut-être même que vous aurez des gens de l'UMP pour voter votre loi, ça pourrait être consensuel. Les articles suivants s'attaquent au volet sur la liberté d'installation, l'un des autres points très contestés par l'opposition, qui voit un risque de désertification juridique. Alors, sur cette affaire d'excuses présentée dans l'hémicycle, Emmanuel Macron a donc fait son mea culpa. Est-ce que pour vous, c'est un aveu de faiblesse ou au contraire un acte de courage? Moi, je trouve qu'au-delà des divergences que nous avons politiquement, y compris avec Emmanuel Macron, je trouve que c'est quand même un homme, moi je trouve de grande qualité, avec une grande lucidité, et moi je le trouve très courageux. Et je trouve que quand on dit le courage en politique, on ne nous demande pas d'être courageux, on nous demande d'être responsable. Et il est à la fois courageux et responsable. Et moi je trouve que cette loi, dans laquelle effectivement il y a aussi des faiblesses dans ce texte. Beaucoup de choses dans cette loi. Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses, et des choses parfois même très différentes. Mais quand il dit,
je reconnais m'être trompée. Je vous renvoie, il y a très peu d'hommes ou de femmes politiques qui reconnaissent s'être trompés, même quand c'est le cas. Donc, il faut lui accorder cela, parce qu'il aurait très bien pu dire le texte. C'est peut-être opportun aussi. Hein, non, mais le texte, non, mais il aurait pu dire aussi, voilà, nous sommes arrivés à un autre type de compromis. Le débat parlementaire a enrichi ce texte. Il reconnaît s'être trompé. Donc, faut lui reconnaître cette intelligence-là, parce que c'est quand même de l'intelligence. Et donc, et j'oppose à cela, c'est vrai que les menaces de mort, ça ne fait pas partie d'une démocratie ou d'un état de droit. Enfin, le débat, la démocratie exige du débat, des discussions, mais pas les menaces de mort. C'est pas digne de notre République. Il y avait beaucoup de choses dans cette loi, il y en a un petit peu moins maintenant. Qu'est-ce que vous retenez au final? Sachant que Bruxelles avait donné une sorte de satisfecit sur cette loi, aujourd'hui, on risque encore de se faire taper sur les doigts. Non, mais sur cette loi, si je reprends par exemple pour les professions réglementées, de dire qu'il est important de réformer des professions qui bénéficiaient je ne veux pas dire d'un statut particulier ou d'un statut à part, les notaires, les huissiers ou les avocats, qu'il faille réformer, évoluer, adapter ces professions à l'évolution de la société, tout le monde est d'accord, y compris les professions réglementées elles-mêmes, pour avoir travaillé avec eux. Il y a peut-être des spécificités que nous devons garder et que nous devons garder, qui sont très françaises et qui d'ailleurs, pour les notaires, en Europe, on s'en inspire. Pourquoi? Parce que les notaires, ils ne se battent pas pour garder un privilège. Il faut s'intéresser à la nature même de cette profession. C'est une profession qui protège, notamment dans certains cas, les plus vulnérables, les plus modestes, ceux qui n'ont pas... Au final, cette loi, elle va plutôt dans le bon sens. Qui n'ont pas forcément facilement accès au droit ou à la justice. Moi, les notaires, on oublie que d'abord, c'est une profession qui permet un vrai maillage territorial, notamment dans les territoires ruraux. Le notaire, c'est un interlocuteur important, c'est un auxiliaire de justice. Et donc, c'est important aussi, notamment pour les personnes âgées, les personnes dépendantes, les personnes un peu en difficulté, le notaire est important. Ne pas se fâcher avec les notaires. Non, c'est pas se fâcher, ça n'a rien à voir. C'est de dire, est-ce qu'on veut garder encore une profession qui est un auxiliaire de justice, qui permet aussi de protéger, qui est partout présent sur le territoire national, même dans des endroits où plus personne ne veut aller s'installer, justement, comme on leur impose une installation. Donc, ils sont dans des endroits reculés. Il protège des personnes qui souvent sont en difficulté ou vulnérables. Donc, je trouve que le compromis qui a été trouvé est plutôt bon. Satisfaisant. On va passer au mardi, tous les regards se tournent vers votre parti, vers l'UMP. Une défaite le dimanche et voilà le parti au bord de l'explosion. C'est pas moi qui le dis, c'est Dixit Nicolas Sarkozy, en cause des différentes positions des dirigeants vis-à-vis du duel entre le Front National et le Parti Socialiste. On voit cela avec Germain Andrieux. Après plus de 2 heures de bureau politique, l'UMP a choisi de ne pas choisir dimanche prochain dans le Doubs entre le Parti Socialiste et le Front National. Avec 22 voix contre 19, la position officielle de l'UMP, c'est finalement l'abstention ou le vote blanc. On revient au Nini qui avait été adopté dans le passé, que Nicolas Sarkozy avait lui-même d'ailleurs suggéré. Il souhaitait aller un peu plus loin pour tenir compte notamment des positions d'Alain Juppé ou de Nathalie Kosciusko-Morizet. Cette position de synthèse n'a pas recueilli la majorité des voix ce soir. Une majorité des membres du bureau politique ont préféré s'en tenir au Nini. C'est désormais la position de l'UMP. Nous allons tous nous y tenir. Pourtant, chacun garde sa position. Près de l'autre moitié du bureau politique aurait préféré une évolution avec une opposition claire au Front National tout en laissant le libre choix aux électeurs. La position personnelle d'Alain Juppé va plus loin. C'est un barrage clair au Front National. Alors ce que je dis, et c'est là qu'il peut y avoir une différence, comment arriver au résultat que nous voulons atteindre, c'est-à-dire éviter l'élection de cette députée du Front National. Il y a là une divergence, certains disent en s'abstenant, et moi je dis il faut peut-être aller dans ce cas de figure-là jusqu'au vote pour le candidat qui la combat. Mais la ligne officielle du parti est actée pour la législative partielle dans le Doubs. Si les électeurs suivent la consigne nationale, ils ne choisiront pas. Une situation intenable à l'avenir pour la numéro 2 du parti. Il y avait vraiment deux types de positions, quoi. C'était quasiment moitié-moitié dans le bureau politique. Et je pense qu'à l'avenir, sur cette question importante, qui est tranchée pour l'élection législative du Doubs dimanche, mais qui pourra se reposer en d'autres occasions, il faudra un jour consulter nos militants. En tout cas, moi, c'est ce que je crois. Le débat est loin d'être clos. Il faudra définir la stratégie politique de l'UMP
pour les élections départementales. Rachida Dati, c'est le Nini qui a gagné. Est-ce que c'était une position que vous souteniez ? Alors je ne veux pas vous dire, c'est pas la bonne question. Le sujet était effectivement, suite à cette législative partielle, qui nous a surpris dans les résultats, il faut aussi le reconnaître. Qui ont été les gagnants de cette législative partielle? On a l'impression que tout le monde se focalise en disant c'est le Front National. Non, c'est d'abord l'abstention. Moi, je m'interroge aujourd'hui pourquoi notre électorat ne se mobilise plus. Pourquoi les Français se détournent maintenant de la politique, aussi bien pour le Parti Socialiste que pour le Front National. Il n'y a pas non plus une déferlante Front National, il y a une déferlante abstentionniste. Donc ça veut dire que nous, on n'apporte pas non plus les bonnes solutions, on n'apporte pas les bonnes réponses. C'est-à-dire que votre parti, quand vous dites quelque chose, vous n'êtes plus entendu. Par exemple, quand vous proposez une solution... Non mais c'est pas sur la solution, c'est de dire aujourd'hui, moi, mon interrogation, et c'est ce que j'essaye de faire par les déplacements que je fais, par les soutiens aux candidats que nous avons pour les prochaines échéances, c'est qu'est-ce que nous proposons aux Français aujourd'hui et en particulier à nos électeurs dans notre programme, dans notre ligne politique, dans notre identité. Donc aujourd'hui, les Français et les électeurs ne vont pas voter. Ensuite, pour le peu qui votent, ça vote Front National. Donc ça doit nous interpeller, nous interroger. Donc on ne peut pas dire non, 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 on fait comme si... Non mais on ne peut pas faire comme si de rien n'était, de dire ça vote plus ou ça vote FN, et donc il faut faire une petite combinaison politicienne, allions-nous au Parti Socialiste pour faire barrage aux peu de gens qui votent encore et qui votent FN. C'est ce qu'on appelle le Front républicain, ça ne fonctionne pas. Non mais le Front républicain, c'est de dire à une partie des Français qui se déplacent pour aller voter et qui votent Front National. C'est-à-dire que où ça vote plus, donc faut dire aux gens qui ne votent pas d'aller voter, et ceux qui votent, ils votent notre Front National, donc ils se déplacent pour aller exprimer un choix politique, et à ces gens-là, on leur dit, de toute façon, si vous vous déplacez pas, on s'en fiche, puis pour ceux qui se déplacent, on va être totalement sourd à votre choix. Donc ça n'est pas possible. Donc la position d'Alain Juppé et de Nathalie Kosciusko-Morizet est impossible à tenir? Mais non, mais c'est de dire, si on a cette position, il faut l'argumenter. C'est de dire, alors aujourd'hui, on dit pouce, c'est grave ce qui se passe, vous venez plus voter pour nous, vous ne votez pas, et sinon quand vous vous déplacez, vous allez au FN. Donc on a compris, voilà ce qu'on vous propose, et donc on vous propose, en attendant qu'on nous fassions mieux, de voter ci ou ça. Mais c'est pas ce que nous faisons en ce moment. On leur dit, ce que vous faites n'est pas bien. Alors maintenant, vous allez voter pour le PS parce qu'on ne veut pas du Front National. Vous pensez que c'est la mauvaise méthode, qu'on n'écoute pas assez, que l'UMP n'écoute pas assez? Bien sûr, mais bien sûr, le sujet, il est là. Le sujet, c'est-à-dire qu'on est en train de traiter la conséquence, on ne traite pas du tout la cause. Moi, je voudrais savoir aujourd'hui pourquoi notre électorat n'est pas allé voter, pourquoi les Français ne vont plus voter, et pourquoi le peu qui se déplace vote pour le Front National. Moi, elle est là, ma préoccupation, parce qu'on ne peut pas faire comme si ceux qui se sont déplacés n'ont pas voté Front National. Et là, ce qui s'est passé au bureau politique, c'est qu'on n'était plus sur pourquoi ça vote pas ou pourquoi ça vote FN, c'est de dire on ne veut pas du FN. Et donc ceux qui ont voté FN, finalement, ça compte pas parce que quoi que vous fassiez, on ne vous entendra jamais. Ça n'est pas responsable. Est-ce que c'est responsable aussi de dire abstention? Non mais c'est pour ça que je vous dis, vous êtes en train de... Un parti politique doit-il appeler à l'abstention? C'est pas de dire abstention, c'est qu'est-ce qu'on propose avant. Alors là, on propose l'abstention. Non, mais je termine juste Bien sûr, ma je vous en phrase. prie. C'est de dire abstention, mais on ne dit pas avant. Moi, c'est ce que je dis, on va dire, on est surpris, excusez-nous, on ne vous a pas entendu, on ne vous a pas compris. Pour l'instant, ne votez pas et on va vous proposer ça. Mais pour l'instant, on n'a rien proposé du tout. Donc c'est irresponsable de dire abstention à des gens qui souffrent. Oui. Moi, je connais bien cette région, parce que je suis née pas loin. C'est une région qui souffre du chômage, de la pauvreté, des inégalités. On va leur dire, là, très au chaud, à Paris, sur un studio ou dans un bureau politique, entre gens qui, effectivement, on se connaît tous, de dire... C'est pas bien ce que ont fait les électeurs dans le Doubs. Et franchement, donc ce n'est pas responsable de dire abstention. C'est pas beau, c'est pas bien. Et puis là, on va leur dire, c'est tellement pas beau et pas bien. Ceux qui ont voté Front National, vraiment, vous, c'est vraiment pas bien. Puis ceux qui n'ont pas voté, vous, c'est encore pire. Donc la prochaine fois, comme on veut pas, nous, on veut pas du Front National ou on veut pas du Parti Social, surtout n'allez pas voter. Donc le sujet, il n'est pas de dire, faut pas voter ou faut voter Parti Socialiste. Le sujet, c'est de dire pourquoi on en est arrivé là. Pourquoi, donc on s'est
fourvoyer. Donc c'est à un moment donné, il faut proposer des choses à nos électeurs, rappeler quelle est notre colonne vertébrale, quelle est notre identité et quelles sont nos valeurs. Et ensuite, on peut donner une consigne de vote. Question très rapide, justement, pour les départementales. C'est demain les départementales. Est-ce que pour vous, il faut consulter, est-ce que l'UMP doit consulter les militants ? Parce que est-ce que cette ligne, eh bien sur ces consignes de vote à donner, est-ce que cette ligne on ne consulte pas les militants sur une consigne de vote. On consulte à la limite les militants sur des sujets de société, sur nos valeurs, sur la ligne du parti. Moi, je veux qu'on consulte les militants sur un projet de fond, pour une ambition pour la France. On ne consulte pas les militants pour dire c'est oui ou c'est non. C'est pas le rôle de la consultation. La consultation, elle est pour le fond. Elle n'est pas sur la conséquence d'un mauvais vote. C'est comme si on disait on a perdu, mais en fait on veut... Non, on n'a pas perdu, donc... non mais moi, ce débat-là me gêne. Ce qui, moi, me choque profondément, ça veut dire, moi, des personnes me soulèvent, pourquoi nos électeurs ne se sont pas mobilisés? Ça m'interpelle. Alors, il y a beaucoup de questions qui se posent en France. On va parler de l'actualité à mardi toujours, avec cette nouvelle attaque terroriste à Nice contre 3 militaires en faction devant un centre communautaire juif. L'agresseur Moussa Koulibaly a été arrêté. Sur place, Bernard Cazeneuve a évoqué quelques mesures. Écoutez. Personnage qui a cherché à atteindre, et il faut le dire, à assassiner des militaires aujourd'hui à Nice, est un personnage qui avait donné des signes de radicalisation détectés par le service du renseignement territorial du ministère de l'Intérieur, qui avait saisi la Direction générale de la sécurité intérieure, ce qui avait permis d'ailleurs de suivre un certain nombre de ses déplacements et de constater qu'il s'était rendu en Turquie, de pouvoir ainsi demander son retour en France et de l'auditionner au sein des services de la Direction générale de la sécurité intérieure. Rachida Dati, Bernard Cazeneuve évoque un terrorisme en libre accès. Est-ce que pour vous c'est le mot juste? Est-ce qu'il a raison? Bernard Cazeneuve a tout à fait les mots justes. Pourquoi libre accès? C'est qu'avant, effectivement, dans les groupes terroristes ou de criminalité organisée, c'était très structuré. C'était des organisations. Si on passe à Action Directe, les Brigades Rouges ou même le TA, ce sont des groupes structurés, idéologisés, traçables. Aujourd'hui, quelqu'un peut se radicaliser sur Internet. Il regarde une vidéo, le lendemain, il prend une arme et il peut commettre c'est même plus des loups solitaires maintenant, on est passé encore à une autre étape. Non, mais moi, j'ai jamais été sur cette thèse. Ceux qui ont développé cette thèse, notamment un ancien patron du renseignement, d'ailleurs, l'actualité démontre qu'il avait tort. Il n'y a pas, à l'ère d'Internet, il n'y a plus de loup solitaire. Tout le monde est connecté. Vous pouvez être connecté avec une vidéo du bout du monde, avec votre voisin. Donc, il n'y a pas de loup solitaire. Donc c'est vrai que ce terrorisme est, pour la traçabilité, pour la prévention, pour l'anticipation, c'est très compliqué. C'est vraiment très compliqué. Donc c'est pour ça que la formule est tout à fait adaptée. Alors on passe à mercredi et je vous propose de parler un peu d'Europe avec la visite d'un ministre, d'un Premier ministre même grec à Paris. Il est venu chercher le soutien de la France. Alexis Tsipras, le nouveau Premier ministre grec, s'est montré aux côtés de François Hollande. Il tente d'obtenir un allègement du fardeau de la dette grecque, plus de 315 milliards d'euros. Bras de fer en vue. Explication avec Louis Sibyl. Fini la campagne électorale, le ton n'est plus le même. Alexis Tsipras ne tempête plus contre les technocrates européens. Le maître mot pour alléger le fardeau de la dette grecque, c'est la négociation. Le Premier ministre grec se veut réaliste. La dette doit être viable, doit devenir viable. C'est quelque chose dont on discute. L'avenir européen est notre avenir commun et nous devons sortir de cette crise qui s'auto-alimente. François Hollande a rappelé les engagements pris par l'État grec, mais reste ouvert à des solutions. Ça, c'est l'objectif, trouver un accord. C'est-à-dire de définir un cadre économique, financier, contractuel entre l'Europe et la Grèce. Et c'est ce à quoi la France a dit sa disponibilité. Rome, Paris, Bruxelles, c'est un marathon diplomatique auquel se livre Alexis Tsipras depuis le début de la semaine. Une opération séduction. Je promets, je porterai une cravate quand nous aurons trouvé une solution commune et viable pour l'Europe. Très peu d'annonces pour l'instant, tout se joue en coulisses, comme ici dans les bureaux de la BCE. Objectif, obtenir de l'argent, des liquidités. Une des pistes, indexer le remboursement de la dette à la croissance du pays. Celle-ci s'envole au-dessus des 300 milliards d'euros.
La Grèce doit par exemple 40 milliards d'euros à la France. Alors la situation s'est un peu aggravée avec les décisions de la Banque Centrale Européenne de ne plus refinancer certaines banques grecques aux conditions aussi avantageuses que jusqu'alors. Est-ce que vous pensez que ça peut déboucher sur une nouvelle crise grave en zone euro? C'est pas par optimisme, c'est par réalisme. Moi, je n'y crois pas. Enfin, je ne pense pas à une aggravation. Je pense que le Premier ministre grec tiendra les engagements européens. Maintenant qu'il demande un peu d'air, c'est légitime. Il faut quand même rappeler que le déficit grec s'est beaucoup réduit. C'est vrai que ses prédécesseurs ont fait le boulot. La preuve, c'est qu'ils l'ont payé très cher dans les urnes, mais ils ont fait le boulot. Il faut quand même. Il y a eu quelques résultats. Et puis on voit bien qu'on n'est plus la même campagne. Aujourd'hui, il a beaucoup adouci son discours. Évidemment, mais on n'est pas pour connaître, par exemple, le mouvement Podemos en Espagne. C'est pas du tout les mêmes dirigeants. Ils sont pas du tout sur la même ligne. Ils n'ont pas la même expérience, pas le même parcours. Mais le Premier ministre grec, de toute façon, tiendra les engagements. Il demande un peu d'air, il demande un peu d'ajustement, mais il ne demande pas des annulations, ce que j'ai pu entendre. Il n'a pas demandé l'annulation de la dette ou de dire je ne rembourse plus. Donc aujourd'hui, il est prêt à rembourser ce que son pays doit rembourser. Maintenant qu'il demande un peu d'air, je pense qu'on peut. C'est vrai que l'austérité telle qu'on l'a qualifiée a démontré aussi ses limites. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y aura des ajustements qui seront trouvés, un compromis qui sera trouvé, mais il n'y aura pas d'annulation de la dette. C'est irresponsable. C'est irresponsable, y compris pour les Grecs. Et la Grèce doit continuer, notamment ses réformes profondes, notamment sur la fiscalité, d'inciter un peu plus les Grecs, pour ne pas dire tous les Grecs, à payer leurs impôts. Il y a un sujet sur la fiscalité. Oui, c'est le problème, ça a été le problème pendant longtemps, mais aussi les politiques ont une responsabilité, parce que ceux qui ont présenté les faux comptes à la Commission européenne, puis ceux à la Commission européenne, Barroso en premier, qui ont accepté... Donc l'Europe est responsable aussi, finalement. Bien sûr. Elle n'a rien vu. Alors que c'était quand même assez... À la tête au Parlement européen, elle a peut-être un peu fermé les yeux. toutes les semaines. À l'époque, donc il y a quelques années, quand il y a eu les faux comptes qui ont conduit à la dérive des comptes publics grecs, c'est-à-dire que les responsables politiques de l'époque n'ont pas été ni poursuivis ni attaqués, on leur a rien demandé, on leur a pas demandé aucun compte. Et à la Commission européenne, ceux qui ont validé les comptes présentés, on leur a pas demandé de compte non plus. Et après, ils se sont rendus compte que les comptes étaient faux et on leur a demandé aucun compte. Parce que, ils se sont rendus compte que les comptes étaient faux, pas de sanctions prononcées. Alors que la Commission pouvait prononcer des sanctions à l'égard des responsables politiques grecs de l'époque. Ils ne l'ont pas fait. Donc la Commission européenne a été complice des responsables politiques grecs de l'époque. Donc c'est facile de faire trinquer le peuple après. Donc maintenant, les réformes sont mises en place. Il faudra aller plus loin sur les réformes grecques. Mais il est hors de question. Il est hors de question que la Grèce ne paye pas ses dettes. Voilà. Je présente Jim Jarassé qui nous a rejoint. Bonjour. C'est le rédacteur en chef du site Le Scan du Figaro. C'est la loupe du Scan. À notre partenaire, le Scan politique du Figaro. Jim, et on va commencer cette semaine. Tiens, on va en parler de Nicolas Sarkozy. Et oui, encore, on l'a appris hier dans Marianne. C'était lundi, alors que le candidat UMP, Charles Demouge, venait d'être battu dans le Doubs. Nicolas Sarkozy était en conférence à Abu Dhabi, une conférence rémunérée. Est-ce que c'était vraiment le bon moment ? Apparemment, c'était fixé de longue date. Donc voilà, c'est dans le cadre de son activité privée, c'était fixé de longue date. Donc ça n'aurait pas changé le résultat de la partielle. Puisque c'était le lendemain. Voilà. Depuis que Nicolas Sarkozy est arrivé à la tête de l'UMP, il s'est rendu 2 fois en conférence rémunérée, une seule fois sur le terrain. Est-ce qu'il n'y a pas un problème à ce niveau-là ? De quelle nature ? Est-ce que un chef de parti doit donner des conférences rémunérées dans des pays du Golfe ? Comme le font de nombreux responsables politiques. Et lui, à la différence d'autres, il n'a pas de mandat électif. Donc beaucoup de parlementaires ou d'élus ont des activités rémunérées, notamment des conférences. Il faudrait demander d'ailleurs au niveau du Parlement, de nombreux parlementaires donnent des conférences, et des conférences rémunérées. Mais Nicolas Sarkozy n'a pas de mandat électif, il peut effectivement poursuivre son activité privée. Voilà. On peut se demander quand même, parce que ça a l'air de choquer un petit peu, est-ce que dans le cadre de 2017, s'il souhaite être président, il ne va pas dire « j'arrête ce genre de conférence » ? Après, c'est un choix très personnel. Moi, la question, ce qui m'interpelle, qu'est-ce qui choque
Le lieu où il fait la conférence? Peut-être. Le pays. Non mais, est-ce que c'est le lieu? Non mais, les journalistes, c'est toujours pareil, c'est subliminal. Alors, posez la question. Dites, Qatar. Le fait que ce soit c'est choquant que ce soit à Abu Dhabi. S'il avait fait une conférence à Washington, est-ce que vous auriez eu la même réaction? Alors, c'est ça la question. Non mais, moi je le la renvoie. Pourquoi vous posez cette question? Parce que le fait que Abu Dhabi, le pays vient par exemple d'arrêter de participer à la coalition contre l'État islamique, est-ce que c'était le bon moment d'aller dans ce pays maintenant? Est-ce que c'est un pays avec lequel nous avons une rupture diplomatique? Nous n'avons pas de rupture. Est-ce que c'est un pays qui pose un problème avec la France? Est-ce que le président Hollande ne reçoit pas le chef d'État d'Abu Dhabi? Je pose la question. C'est pour ça que maintenant, il faut verbaliser les choses. Quand on dit les conférences rémunérées sont choquantes, est-ce que c'est le pays ou est-ce que c'est le FAS qui faisait contre peut-être les deux? Les deux, peut-être. Alors, il faut demander à tous les élus de ne plus faire de conférences rémunérées. Peut-être. Peut-être. Et puis la deuxième chose, de dire il y a des pays interdits. Peut-être aussi. Donc, le Qatar, c'est un pays, Abu Dhabi, ça mais non, pourrait mais être un pays. c'est à vous que je pose la question. Moi, je considère que tous les pays avec lesquels nous avons des relations diplomatiques, des échanges, pas anormal. nous avons quand même une base militaire extrêmement importante à Abu Dhabi. Est-ce que ça, on doit la fermer? Moi, je pose la question politique. Moi, je pose la la vraie question politique. Vous êtes des analystes. Est-ce que nous devons fermer la base militaire à Abu Dhabi? Moi, je vous renvoie sur la conférence qui a été donnée par Nicolas Sarkozy. Est-ce que finalement, ce n'est pas une erreur que de refaire des conférences quand on est chef de parti et qu'on a peut-être objectif d'être un jour redevenir président de la République? La question, elle est, est-ce que quelqu'un qui est chef de parti doit avoir une activité professionnelle par ailleurs? C'est pas un rentier, il travaille. Il a le droit. Comme il continuera. Comme d'autres. D'autres partis politiques. Non mais c'est de dire, ou c'est pour tout le monde pareil, ou pas. Le sujet, il est là. Il n'y a pas de deux poids, deux mesures. Voilà, en ce moment, on est dans le deux poids, deux mesures. Où il faut dire, c'est interdit. Et tout le monde s'y plie, ou c'est autorisé, tout le monde s'y plie. Enfin, tout le monde peut le faire s'il le souhaite. Mais je rappelle que la différence avec d'autres, c'est qu'il n'a pas de mandat électif. Donc ça lui laisse ce droit. Jim, on continue avec une activité professionnelle. Nicolas Sarkozy toujours. Nicolas Sarkozy. Parce qu'il n'est pas payé comme chef de parti. C'est aussi le sujet. Non, mais moi, ce qui me gêne, c'est d'essayer de rendre sulfureux un sujet qui ne l'est pas. Alors, ou sinon, il ne faut pas laisser un truc d'écume, de soupçon. C'est de dire, voilà, il faut poser très directement, il faut dire, nous, ça nous gêne qu'ils fassent des conférences dans tel pays. Et après, il faut dire pourquoi. Voilà, mais c'est vrai que je pense que s'il avait fait une conférence à Washington, ça n'aurait pas soulevé autant de questions de la part des journalistes. Au moment des attentats de Charlie, vous avez signé une tribune dans le Guardian, le quotidien britannique. Vous exhortiez les politiques à ne pas stigmatiser la communauté musulmane. Au même moment, Nicolas Sarkozy parlait, lui, de guerre déclarée à la civilisation. Je crois que c'est des propos que vous n'avez pas vraiment appréciés. Non, le journaliste qui me posait la question me disait, est-ce que c'est une guerre de civilisation? C'est-à-dire d'une civilisation contre une autre. J'ai dit que ça n'est pas une guerre de civilisation, c'est-à-dire que ça n'est pas une guerre d'une civilisation contre une autre, parce que pour moi, Daesh ou la barbarie, ça n'est pas une civilisation. Quand on voit qu'ils sont capables de mettre un homme dans une cage et de lui mettre le feu, et je rappelle que l'homme qui était dans la cage était un musulman, donc que ces types-là qui effectivement se revendiquent ou sous prétexte d'islam pour commettre leur barbarie, ce ne sont pas des musulmans. Je vous dis, le pilote jordanien est un musulman qu'ils ont mis dans une cage auquel ils ont mis le feu. Je crois qu'il n'y a pas pire comme barbarie. Donc ça, pour moi, on ne peut pas qualifier ces actes-là de civilisation. Le terme de civilisation qu'a employé Nicolas Sarkozy... Oui, mais là, vous cherchez... Jim, il reste 30 secondes. Vous aviez encore une dernière question. Je vous dis que ça n'est pas une guerre d'une civilisation contre une autre, parce que de mettre un homme dans une cage, de brûler, c'est pas de la civilisation, de la barbarie. Question courte, réponse courte, Jim. On vous a vu ce lundi réagir à une annonce de Nathalie Kosciusko-Morizet. Elle était sur BFM ce lundi et elle y allait de cette petite anecdote pour dénoncer la radicalisation de la société. On l'écoute. Le maire de Mulhouse, qui est un ami, Jean Rotner, me dit que dans sa ville, il y a des dizaines d'enfants qui le matin arrivent tous les jours en retard à l'école parce qu'ils sont à la prière. Ces propos vous ont fait réagir. Dès lundi, vous avez accusé NKM de diviser les Français. NKM tout de suite, accusé, j'ai dit accusé, j'accuse. Vous avez évoqué la division des Français. Non, reprenez mes propos, je les ai repris en préparant ma question. Alors reprenez mes propos. Les internautes iront vérifier vos propos. Donc
Est-ce que j'ai dit j'accuse Nathalie Kosciusko-Morizet de diviser les Français? Vous avez évoqué la division des Français en réaction aux propos de Nathalie Kosciusko-Morizet. Voilà, c'est déjà plus atténué. Certes. En l'occurrence, non, c'est pas certes. Certes, ça veut rien dire. Ça veut dire j'ai raison, je n'ai pas employé les propos que vous avez tenus. NKM a fait amende honorable sur cette question en expliquant qu'elle avait finalement mal interprété. Non, elle a fait amende honorable, elle a dit je me suis trompée et donc je présente mes excuses à ceux que j'ai pu blesser. Contact. Pour vous, il y a plus de... C'est grave, nous sommes des responsables politiques. Elle est quand même dans un parti qui est un parti important, qui a vocation à gouverner de nouveau, gouverner un grand pays comme la France. Donc on fait très attention à ce qu'on dit. Donc quand c'est faux, c'est pour ça que là, quand on prononce des propos qui ne sont pas vrais, là, les propos, les conséquences des propos peuvent diviser les Français. Ça peut attiser des haines, de manière gratuite. Donc en ce moment, nous n'avons pas besoin de ça. C'est pour ça que moi j'avais demandé, j'avais dit Nathalie Kosciusko-Morizet, parce qu'on m'interrogeait le jour même, j'avais dit il faut qu'elle s'explique sur ses propos, parce que ça n'était pas vrai. Voilà. Merci. Et on va passer au jeudi avec le président de la République qui parle, 5e conférence de presse, beaucoup de questions et un long discours. Unité, réconciliation, ce sont un peu les maîtres mots de l'intervention du président de la République pour sa conférence de presse semestrielle. Le chef de l'État a défendu l'esprit du 11 janvier et fait quelques annonces. Résumé avec Samia Déchir. Rompu à l'exercice, c'est la première fois que le président démarre par les questions internationales. Et d'emblée, le ton est donné, celui d'un message ferme, déterminé, presque autoritaire. Il y a un message que je veux adresser à la communauté internationale et aux plus grands pays. Faites votre travail. Une ligne de fermeté qu'il maintient sur la politique intérieure. Est-ce que vous serez un président de gauche jusqu'à la fin? Mais je le suis depuis le début. François Hollande assume son pacte de responsabilité et veut donner l'image d'un homme d'action. Je les prends, les risques. Le pouvoir les prend. Sur la scène intérieure, sur la scène internationale. Le rôle d'un chef d'entreprise, et je sais que c'est partagé, c'est de prendre des risques. Et c'est maintenant que vient le moment. Des risques qu'il reprend à son compte. Sur le chômage toujours aussi élevé, le président met son mandat dans la balance. Un président de la République n'arrive pas à atteindre l'objectif qu'il s'est fixé pour être élu, eh bien, il ne peut pas être de nouveau candidat à la responsabilité suprême du pays. François Hollande sait pourtant que le pari sera bien difficile à tenir en 2 ans et demi. Le président de la République, dans son long discours, a évoqué un point important. Il a dit que la laïcité n'était pas négociable. Est-ce que vous le croyez capable d'appliquer cet axiome? Est-ce qu'un président de gauche peut se montrer inflexible, notamment sur cette question de la laïcité? Mais elle est négociable pour personne. Elle est dans notre Constitution, c'est un principe fondateur de notre République. C'est ce qui nous permet à toutes et à tous de vivre ensemble. Elle est menacée. Elle est menacée quand ceux qui sont gardiens de ces principes sont faibles. Voilà. Moi, c'est drôle ces débats en disant attention, attention. Non, c'est qu'à un moment donné, on a été faible, on a été peut-être un peu cynique. Qui est responsable ? Les responsables politiques compris. Je veux dire que tout le monde a eu sa petite lâcheté à un moment donné. Peut-être pour être élu tout court. Peut-être pour faire plaisir. Eh ben non. Voilà, la République, c'est pas négociable parce que c'est notre acte fondateur, c'est notre socle. Pas la loi de 1905, par exemple. Non, mais le sujet, non, mais il n'y a rien à modifier. Notre République notre pays est fondé sur cette République, qui est fondé sur notre Constitution, qui est vraiment, on est quand même pris en exemple dans beaucoup de pays du monde. Rien n'est négociable dans nos valeurs et nos principes. Et pas la loi de 1905, dont François Hollande parle qui est une loi très équilibrée, qui permet à toutes et à tous de pouvoir avoir une religion ou de ne pas en avoir, de pratiquer son culte ou de ne pas souhaiter. Donc il faut pas toucher à ces principes et ces valeurs. Maintenant, c'est de dire que c'est pas négociable. Effectivement, c'est pas négociable. C'est à nous de bien être solides et fermes sur nos principes et nos valeurs. Nous avons été parfois un peu faibles. Un mot sur François Hollande. Il a endossé le costume du président. Il y a eu un 11 janvier. Tout a changé après. Non, mais il est président de la République. Il faut le reconnaître que suite aux attentats du 11 janvier, les Français se sont rangés
rangé derrière lui comme chef de la nation. C'est là où ça démontre que le peuple français est très attaché à nos principes, à nos valeurs et à nos institutions. Et c'est vrai que la conférence de presse hier, c'est... Comment vous dire, c'est un peu compliqué parce qu'on est encore, c'est vrai, dans cet esprit du 11 janvier qui ne doit pas non plus nous endormir. Ça ne veut pas dire que tout est beau. Perdurer l'esprit du 11 janvier. Oui, perdurer l'esprit du 11 janvier, c'est effectivement d'être responsable, d'être dans une unité, dans l'intérêt du pays. C'est ça qui est intéressant. Voilà, donc hier, il a tenu cette conférence de presse dans cet esprit effectivement du 11 janvier et en sa qualité de président de la République. On va passer au plus de l'hebdo. J'imagine que vous vous rappelez bien sûr de l'affaire Clearstream. C'est devenu un film, on en parle. L'affaire avait été révélée en 2001 par le journaliste Denis Robert, des révélations sur les fameux listings controversés sur fond de guerre politique. C'est devenu un film, ça s'appelle L'Enquête, c'est avec Gilles Lelouch. Ça sort la semaine prochaine sur les écrans. Simon Barbarie l'a vu en avant-première. Vous avez déjà entendu parler de Clearstream? On l'avait presque oublié, cette affaire Clearstream, celle révélée par le journaliste Denis Robert en 2001 dans son livre Révélation. L'Enquête, son adaptation sur grand écran réalisée par Vincent Garenc, nous replonge dans cette affaire symptomatique de l'argent roi, où la dissimulation de capitaux, le blanchiment d'argent, la corruption sont facilités et encouragés par un système de coopérative bancaire basé au Luxembourg et appelé Clearstream. Le scandale financier trouvera son apothéose lorsque deux hommes politiques français de premier plan y verront leur nom associé. Ce qui m'intéressait, moi, c'est ce personnage de Denis Robert. Et son enquête, parce que j'avais l'impression qu'avec Sarkozy et de Villepin, ce qu'on nous avait raconté, ça n'avait plus de sens et que le grand public l'avait vraiment pas du tout compris, cette histoire. L'Enquête, c'est aussi l'histoire d'un homme, le journaliste Denis Robert, incarné par Gilles Lelouch. Ces révélations ne furent pas sans conséquences pour sa vie privée. 63 procédures et 400 visites d'huissier furent le prix à payer de sa liberté d'expression. C'était un lanceur d'alerte, l'air de rien. Hein. Et cette thématique des lanceurs d'alerte, ça revient beaucoup. Mais on a besoin de gens comme ça. Mais ces gens-là, encore aujourd'hui, se prennent des procès. Hein. Lorsqu'il a sorti son premier livre, Révélation, toute la campagne promo a été annulée en l'espace de 48 heures. Donc évidemment, tous ses collègues journalistes remettaient en cause la véracité de ses dires, de son enquête même, le bien fondé de ce pourquoi il faisait tout ça. Vincent Garenc et Gilles Lelouch réussissent la prouesse de faire de Clearstream un thriller grand public et passionnant. Une prouesse pour l'un des scandales les plus complexes de la Ve République. Rachida Dati, vous avez été ministre de la Justice, ancienne garde des Sceaux. Qu'est-ce qui reste de toute cette affaire Clearstream selon vous? Un film? Non, il y a aussi le combat de cet homme, Denis Robert, parce que c'est vrai qu'il a été abîmé dans ses investigations. D'ailleurs, le nom de lanceur d'alerte qui a été utilisé, je trouve que je le connais pas, mais moi j'ai toujours, parce que j'ai été magistrat financier, donc c'est un des premiers qui commence à évoquer les aspects au-delà du blanchiment. Moi, je me suis occupée effectivement d'aspects de blanchiment dans ma carrière professionnelle, mais il allait au-delà parce que là, il touchait à quelque chose qui n'était pas encore dans la sphère même publique, qui étaient les paradis fiscaux. C'est-à-dire que les paradis fiscaux à nos portes, à nos portes, et puis surtout ce qu'il a démontré, c'est un mécanisme. C'est le mécanisme, parce que certains disent non, j'ai ouvert un compte dans ce pays-là, mais là on est au-delà de l'optimisation fiscale. C'est de la délinquance, c'est de la criminalité organisée. Oui, non, mais c'est de la criminalité organisée. Faut en Vous irez le voir peut-être, à l'occasion, si vous avez le temps. Oui, mais c'est vrai que son livre était aussi intéressant et il a été sujet de beaucoup de controverses. Merci beaucoup, Rachida Dati, d'avoir été notre invitée. Il continue encore. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine, même lieu, même heure, très bonne suite de programme sur LCP Public Sénat. Bonne semaine.